Comme ministre de la Justice, il a été à l'origine de la Charte des droits et libertés et d'une série de réformes au système judiciaire. Bonjour, M. Choquette. M. Choquette, durant la crise d'octobre, on vous a critiqué avant, pendant et après. Là. Ça, vous ne l'aviez pas vu venir. Bien, je ne l'avais pas vu venir. Je l'attendais quand même, parce qu'aussitôt que je suis devenu ministre de la Justice, les bombes ont commencé à éclater dans les boîtes à lettres de la ville de Westmount. Tu sais, c'était une manière pour le FLQ de montrer de faire peur, peut-être à l'élément anglophone. Et puis, on a aussi, durant l'été, il y a eu des choses qui ont été portées à mon attention par la police sur des menaces de prise d'otage du consul d'Israël, d'un autre diplomate ou autre. Et puis, jusqu'à temps, mais disons qu'on n'a pas eu d'avertissement avant que M. Cross soit pris en otage. Là. Tu sais, le 5 octobre, c'est arrivé à cette date-là. Je me rappelle, j'étais en voiture, je m'en allais au bureau. Conduit par des agents de la Sûreté. Je m'en allais à mon bureau au Palais de justice de Montréal. Puis on entend la radio. M. Cross arrêté. Bon, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ou séquestré. Alors, on arrive au bureau. Puis là, les téléphones, les appels aux chefs de police, tous les contacts. Venez-vous-en au bureau qu'on discute l'affaire. Alors, c'est comme ça que tous les chefs de police sont arrivés. Est-ce que vous avez pris des décisions ce soir-là pour ou une évaluation de la menace? Non, on n'a pas pris parce que, on apprenait les faits. C'est là ils nous ont dit, allez chercher un communiqué à tel endroit. Je me rappelle, on a envoyé, je sais pas, une estafette, un policier pour aller chercher ce communiqué. Puis là, on a arrêté M. Cross. Et puis là, il y avait peut-être qu'il y avait les conditions de sa mise en liberté, pourrait-on dire. Mais on apprenait un peu de choses chaque jour sur le FLQ. Je comprends qu'il y avait un certain dossier FLQ dans les corps policiers, mais c'était pas très, très profond. Ils n'avaient pas une très, très bonne connaissance. Ils avaient certains personnages qu'ils avaient pu repérer comme étant des activistes. Mais là, moi, j'étais là, dans mon bureau au Palais de justice, et puis, naturellement, c'était un problème de justice. En même temps aussi, je dois dire qu'un problème de relations extérieures pour le Canada, parce que M. Cross était un diplomate britannique en poste à Montréal, donc les affaires extérieures avaient leur mot à dire. Et c'est comme ça que, durant la semaine qui a suivi, j'ai été en contact avec M. Mitchell Sharp, qui était le ministre des Affaires étrangères, puis M. McIlwraith, qui était le ministre, le solliciteur général, c'est-à-dire responsable de la GRC à Ottawa. Et là, on se concertait, bon, on échangeait des points de vue. Je dois vous dire que pour le moment, dès cette époque, j'étais fermement opposé à toute négociation sur les conditions que nous faisait le FLQ pour relâcher M. Cross. On nous demandait des lingots d'or, on nous demandait de leur permettre de s'en aller en Algérie ou à l'étranger, je ne me rappelle plus. On nous demandait de libérer ce qu'ils appelaient 25 prévenus politiques, c'est-à-dire 25 de leurs membres qui avaient été condamnés par les tribunaux pour des meurtres, pour des attentats de toutes sortes, pour des vols de banques, de caisses populaires. En d'autres mots, ils nous demandaient de balayer tout ce que le système judiciaire avait accompli pour réprimer ce mouvement de violence qu'était le FLQ depuis 1963.
parce que leurs activités avaient commencé en 60 ans et ils avaient commis des crimes. Je comprends qu'ils avaient droit à leurs idées politiques. C'est pas moi qui allais leur critiquer. Ils avaient le droit de présenter ce qu'ils voulaient, mais pas en faisant usage de violence, en mettant la légitimité des lois en cause. Je ne pouvais pas. Donc, j'étais opposé. J'ai été surpris durant la semaine quand j'ai appris que Radio-Canada, sur la menace du FLQ, remarquez ce que je vous dis, et avec l'autorisation des autorités fédérales, permis la diffusion du manifeste du FLQ. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Gaëtan Montreuil qui annonçait Swan, là, le papier toilette, et puis c'est lui qui avait lu le manifeste du FLQ ce soir-là à la télé. Je pense que c'est un dimanche soir, si mon souvenir est bon. J'ai dit, mais comment ils pensent à Ottawa, ces gens-là? J'ai peut-être... Je ne sais pas qui avait permis cette décision-là. C'est sûrement pas Pierre Trudeau. Il n'a pas dû être consulté sur ça. D'après moi, il aurait été contre. Mais c'est quelqu'un, un autre ministre, qui a pensé peut-être que le FLQ va se détruire avec son manifeste. Ils vont s'auto-détruire avec ce manifeste. Peut-être qu'ils ont pensé comme ça. Quoi qu'il en soit, on se préparait pour l'opposition. Moi-même, je donnais des conférences de presse. J'avais, je ne sais pas combien de journalistes au Palais de justice de Montréal qui venaient. Puis là, je leur disais que moi, je continuais mes études de la situation. La police faisait enquête, puis j'étais pour leur faire rapport, puis que moi, pour l'instant, j'étais contre toute négociation. Puis là, M. Bourassa est arrivé, je pense, le samedi suivant, parce que je pense que c'est le 5 octobre. Je ne me rappelle pas du jour de la semaine. Je ne serais pas surpris que ce soit un lundi matin. Quoi qu'il en soit, il arrive de New York, où il était allé parler à des financiers, question d'emprunt du Québec. On se rend compte sur le champ de Mars, le samedi après-midi, vers à peu près 1h30, 2h, il est dans son auto, je suis dans mon auto, je descends, je m'en vais chez lui, dans son auto. Et on s'était donné un rendez-vous là, parce que c'était la première fois qu'il revenait au Québec à ce moment-là. On parle ensemble de la situation. On s'entend assez bien, oui, sur une position, on voulait dire, on négocie pas. Et puis, c'est comme ça que ça en est resté. Puis là, finalement, je me suis entendu avec M. Sharp à Ottawa, le ministre des Affaires étrangères, pour être le porte-parole des deux gouvernements. Et ici, j'aimerais, en somme, désamorcer, si c'est possible, toute cette idée qu'on était sous le contrôle du gouvernement fédéral dans cette affaire-là. On n'était pas sous le contrôle. On a participé pleinement aux décisions avec le gouvernement fédéral et on a même eu l'initiative. Et puis là, ce qui est arrivé, c'est que M. Laporte, en revenant à mon bureau au Palais de justice, j'apprends que M. Laporte a été kidnappé. Ouh! Ça, c'est un coup dur, parce que c'était un de nos collègues. Puis en même temps, c'est un Québécois. C'était pas juste un diplomate étranger dont on servait comme otage. C'était beaucoup plus proche de nous. Puis là, en plus de ça, ça prouvait en quelque sorte mon insuccès temporaire, si je peux m'exprimer ici, parce qu'en refusant, puis en essayant de les rappeler au bon sens puis à la réalité, mais qu'est-ce que vous voulez? Ils ne voulaient rien comprendre, ces gens-là. Eux, ils étaient pris dans un système gauchiste nationaliste, un mélange de tout, là. Et là, M. Laporte est enlevé. Il est enlevé. La dimension prend une autre proportion. Bien, en effet, c'est sûr et certain. Mais là, c'est là, à ce moment-là, que ça devient une crise gouvernementale générale. Et là qu'on se réunit avec M. Bourassa à l'édifice de l'Hydro-Québec, et puis qu'on délibère, puis qu'on reçoit la lettre de M. Laporte, puis que là, beaucoup de gens s'essayent à l'interpréter, voir si on ne trouverait pas des indices à l'effet que, ou des indices de l'endroit où il se trouvait. On délibère ensemble, les ministres. Et toute la question, quelle attitude prendre devant cette nouvelle menace? Et moi, dans ma conception, pour les raisons que j'ai déjà expliquées, je ne pouvais pas accepter de céder.
je me disais, si on cède, on négocie sur l'essentiel des choses, des principes, quelle autorité aurons-nous le lendemain pour faire respecter la loi et l'ordre? On va tout perdre. On va avoir jeté en ça notre droit d'aînesse par-dessus bord. On a été élu démocratiquement, on est le gouvernement. Et puis, veut pas, c'est nous qui décidons au nom du bien commun. Je ne pouvais pas accepter de céder. Ils ont dit que c'était la ligne dure. C'était pas la ligne dure, c'était la ligne raisonnable. C'était pas une ligne qui voulait être mollette et puis plaire à tout le monde, au FLQ surtout, puis aux gens qui grenouillaient autour du nationalisme. Même là, quand j'ai vu le groupe là, des 20 là, qui s'étaient réunis avec M. Lévesque, M. Ryan, puis M. Rouleau des Caisses populaires, puis tout ce monde-là qui faisait semblant d'être opposé à FLQ, mais qui était opposé. Je ne devrais pas dire qu'il faisait semblant, mais qui avait des paroles d'opposition au FLQ. Mais en même temps, il composait avec eux. Je ne pouvais pas accepter ça. Je ne pouvais pas. Puis c'est pour ça que plus tard, quand M. Saunier, le président du comité exécutif de la ville de Montréal, l'ami de M. Drapeau, a dit que M. Ryan avait été comme à l'origine de la formation d'un gouvernement, il appelait ça un gouvernement parallèle, un gouvernement, je dirais, alternatif au nôtre. Lui, il devait considérer qu'on était juste des Boy Scouts, Bourassa, moi, puis les autres, on était juste des jeunes freluquets qui étaient dépassés par les événements, puis qui étaient en eau profonde, puis que lui, il se voyait là, avec les autres. Et vous, en quelques jours, on est passé de la séquestration de M. Laporte à son assassinat. Là, ça montait encore d'un cran, la tension sociale. En effet, c'est très juste. Puis, il y a eu, dans l'intervalle, je dois dire que moi, comme ministre de la Justice, j'avais autorité pour appeler l'armée au secours des autorités civiles. Donc, j'ai signé la lettre demandant à l'armée de venir pour essayer de protéger les édifices publics, essayer de rassurer les gens sur le fait qu'on avait le contrôle de la situation. Et c'est là que M. Bourassa a demandé, et c'est pas moi, c'est lui qui a demandé l'administration de la loi sur les mesures d'urgence. La loi des mesures de guerre. Oui. Et puis là, M. Marc Lalonde et puis M. Julien Chouinard, qui était le secrétaire général du gouvernement, m'ont rencontré. J'ai lu ce texte qui était les mesures. J'ai tout de suite vu le danger. Mais, comment pourrais-je dire? Vous savez, des mesures d'exception, ça ouvre souvent la porte à des abus de pouvoir. Surtout dans une période effervescente comme celle-là. Surtout dans un moment où la police est débordée. Et les policiers, et je sais qu'il y en a de très bons policiers, je ne critique pas la police dans son ensemble, au contraire. Mais il y a dans la police, il y a toujours un élément de la population policière qui est dangereux et qui peut commettre des abus, justement, d'autorité et manquer de jugement. D'autant plus n'oubliez pas qu'on était dans une affaire de conflit idéologique. Ce qui nous opposait au FLQ, c'était notre conception de la démocratie, tandis qu'eux, c'était leur conception de ce que devait être la justice sociale et qu'elle n'était pas satisfaite de par l'ordre que nous, on représentait. Donc, c'était tout idéologique à ce qui se passait. Et souvent, les policiers ne voient pas ces choses-là. Ce n'est pas des subtils. Ils ne sont pas engagés pour leur finesse ou leur subtilité, mais ils sont engagés souvent pour leurs muscles et leur capacité d'agir. On était tous les ministres plus ou moins réunis au Reine Élisabeth. On était allés élire domicile là. Est-ce que c'était une bonne chose d'avoir siégé là, dans un hôtel, plutôt qu'à Québec? Bien, d'après moi, ce n'était pas une mauvaise idée, parce que d'abord, l'action était à Montréal et à Saint-Hubert. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On était mieux plus proche des événements. Je
Puis on était tous là ensemble. Puis on a tous envoyé nos familles un peu à la campagne se promener pour les sortir de la circulation, pour éviter des menaces et tout. Alors, qu'on ait siégé là, c'était une excellente chose. Alors là, j'étais là le samedi soir, puis là, tout à coup, j'entends là, par télé ou radio, je ne me rappelle plus, qu'on a trouvé M. Laporte à proximité de l'aéroport de Saint-Hubert. Et là, M. Bourassa m'appelle et il me dit, veux-tu aller offrir les condoléances du gouvernement à Mme Laporte et ses frères et toute leur famille, qui étaient d'ailleurs toutes là au Reine-Élisabeth. Alors là, une chose très, très difficile pour moi de raconter, mais j'ai dû aller rencontrer Mme Laporte puis lui exprimer nos sympathies puis nos regrets devant ce qui s'était produit. Et, naturellement, étant donné ma position dans tout ce débat, je ne sais pas que je me condamnais moi-même, mais je sentais le poids de la responsabilité, sans le regretter. Et ça a été des moments particulièrement difficiles, là, cette rencontre avec Mme Laporte. Bien, avec la famille et tout, là. Qu'est-ce que vous voulez, ils avaient perdu le chef de famille, au fond. Puis le lendemain, il y a eu les funérailles au palais de justice. D'abord, il y a eu l'exposition au palais de justice, puis les funérailles à l'église Notre-Dame. Puis après ça, on est revenu ici. On a commencé à siéger à l'Assemblée avec nos adversaires et amis. Mais je reviens de tout parti. Aux heures et aux journées qui ont suivi l'assassinat de M. Laporte. Est-ce que vous dites, bon, on a envoyé nos familles à la campagne. Est-ce que vous-même, ça a circulé, que vous portiez une arme parce que vous vous sentiez personnellement menacé? Oui, ça a circulé. Parce que pendant mes contacts avec la Sûreté, bien, il y avait été question, bon, ben, on devrait peut-être être capable de se défendre, advenant une agression. Puis là, il m'avait passé un revolver. Pas un revolver de gros calibre, pas un magnum, là, comme on voit au cinéma, là, que tous les acteurs de cinéma ont maintenant. Mais c'était juste un petit pistolet, un revolver qu'on appelle avec le baril qui tourne. Et puis là, j'étais allé suivre quelques cours de tir. Puis, ce qui m'a guéri de cette arme-là, c'est que je l'avais posée sur mon bureau dans ma chambre à coucher. À un moment donné, je rentre dans la chambre et je vois mon petit garçon de 3 ans qui est en train d'essayer de grimper pour aller la chercher. Ah ben là, j'ai dit, l'arme à la sûreté, oublions ça, l'arme. Bien, j'ai jamais eu à m'en servir, non. On vous a critiqué pour avoir eu recours à l'armée et la loi des mesures de guerre. Est-ce que le moyen était trop fort pour la menace? Bien, voici, distinguons les deux moyens. Prenons l'armée. Est-ce que le gouvernement québécois a été critiqué parce qu'il avait fait appel à l'armée à l'occasion de la crise d'Oka? Non. L'armée est là pouvant prêter son assistance aux autorités civiles, c'est-à-dire les autorités provinciales, si l'armée est appelée à venir secourir dans des difficultés vécues, que ce soit des crises, des catastrophes publiques, des difficultés, des conflits, etc. Donc, l'armée, disons que je pense que c'est exagéré de dire que le recours à l'armée, ça me blessait les yeux de voir des soldats dans la rue de Montréal. Arrêtez. Les soldats étaient là simplement pour assurer un minimum de présence. Donc, laissons faire l'armée. Deuxièmement, pour la loi elle-même, les règlements qui ont été adoptés. Plus tard, je les ai étudiés un peu, à essayer de les approfondir. Je ne l'ai pas fait récemment, ces règlements-là, mais ils avaient été copiés sur les règlements appliqués dès l'origine du début de la guerre de 39-40 pour pouvoir arrêter les Japonais, vous savez, dont on craignait, ou pour d'autres fins. Donc, ils ont pris des textes anciens qu'ils avaient disponibles dans ce domaine-là, puis ils les ont copiés. Mais ce qu'ils ont introduit dans ça, c'est et je parle du gouvernement fédéral,
Parce qu'après que M. Bourassa a demandé l'application des règlements, ils ont été obligés de pondre un texte quelconque sur lequel on se basait. Or, ce texte, il me mettait toute la responsabilité sur les épaules. Pas des arrestations comme telles. Puis d'ailleurs, je n'ai jamais fait arrêter quelqu'un en particulier. La police, tout agent de police ou agent de la paix, comme on dit, pouvait procéder à l'arrestation d'une personne qui démontrait de la sympathie ou un appui au FLQ. C'était ça le sens du règlement. Mais après ça, le procureur général pouvait rentrer en action et dire non, relâchez-le, 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 parce que vous n'avez pas de preuves suffisantes d'un appui concret à un mouvement révolutionnaire. Mais moi, j'avais la responsabilité justement du relâchement. Bien, j'ai payé le prix politique de ça parce que naturellement, ils m'ont tout mis sur le dos. Mais je peux vous dire que les personnes qui ont été arrêtées, puis il y en a beaucoup qui ne méritaient pas, je suis parfaitement d'accord. Pauline Julien, pourquoi arrêter cette personne-là? Comme je le disais, des fois, les dossiers de la police, puis la pensée de la police, c'est un peu pas adapté à une discussion idéologique purement et simplement. Et ils ont pris des gens pour des sympathisants qui n'en étaient pas réellement, ou des gens qui étaient activement sympathisants du FLQ. Mais moi, j'ai essayé de les relâcher le plus possible après ça, sauf quelques-uns. Mais la raison d'être des mesures, puis la raison pour laquelle j'ai finalement abondé dans le sens de ces règlements-là, c'est qu'on avait une véritable crise de l'ordre public. Et quand les gens se sont réunis au centre Paul Sauvé, là, puis ils étaient plusieurs milliers, puis on nous vaincrons, là. Puis le mieux en tête, le pauvre le mieux, mon collègue avocat, là, qui est mort à Sept-Îles récemment, qui jouait le rôle d'une espèce d'animateur révolutionnaire, un peu dans tout cela, en plus d'être l'avocat du FLQ, c'était inquiétant. Et c'est comme il fallait mettre un terme, arrêter, rétablir le bon sens. Vous savez, parfois l'autorité doit s'imposer. Pas juste par la conviction, mais parfois par des mesures qui paraissent un peu draconiennes, peut-être qui dépassent la mesure, mais c'est une question de jugement. Dans le feu de l'action, on exerce son jugement comme on peut. C'est pour ça que moi, j'ai abondé dans le sens des mesures, malgré que j'étais parfaitement conscient du danger des abus de pouvoir. Puis d'ailleurs, il y en a eu. Et ces 400 quelques arrestations, là, ça partait d'une liste. Qui l'avait confectionnée? C'est les policiers qui ont fait les listes. C'est pas moi. Et puis, j'ai entendu dire que des ministres à Ottawa, M. Gérard Pelletier, avait participé à des confections de listes, mais moi, je n'ai jamais eu la preuve de cela. Tout ce que je sais, c'est que ceux que nous, on a arrêtés, qui provenaient, par exemple, de la Sûreté du Québec ou de la police de Montréal, eh bien, c'était des listes qui étaient confectionnées par les policiers à partir des dossiers, maintenant, avec leur appréciation de ce que ces personnes méritaient d'être arrêtées. C'était la leur, c'était pas la mienne. Mais moi, j'en ai relâché beaucoup en chemin. Même, je recevais des téléphones. Parfois, des gens qui me connaissaient me téléphonaient à la maison. Un tel, son père est mort au lac Saint-Jean, là. Peux-tu le relâcher? OK, je les relâchais le plus vite possible. J'ai pas... Puis, ce qui m'a surtout rendu un peu content un peu de ma décision, c'est qu'à aucun moment est-ce qu'il y a eu de la brutalité policière contre aucune personne arrêtée. Même de la brutalité en prison, on a eu un seul cas à Orsainville par le directeur de cette prison-là qui avait perdu la tête à un moment donné, puis qui avait fait des exagérations, des abus aux dépens de personnes en particulier. Mais on n'a presque pas eu en somme, d'abus physiques de la part des autorités. Et puis tout le monde est sorti en relativement bonne santé. Est-ce que vous avez gardé plein contrôle sur la situation par rapport au rôle joué par le gouvernement canadien, par la Sûreté du Québec, par l'armée? Je vous ai expliqué déjà, mais au risque de me répéter, c'est nous qui dirigeons l'exécution, l'opération dans cette affaire-là.
Et jamais est-ce que le gouvernement fédéral n'est venu se mêler de notre façon d'administrer le règlement qu'ils avaient adopté à notre demande, le règlement sur les mesures de guerre. Ils ne sont jamais venus nous dire « faites ci, faites ci, faites ça ». Même les gens qui représentaient l'ambassade britannique quand M. Cross a été arrêté, je les ai rencontrés, ils sont venus me voir au bureau à Montréal. Mais jamais ils nous ont pas juste fait pression, jamais ils ont cherché à nous influencer dans la manière qu'on traiterait le cas particulier de M. Cross. J'ai trouvé que voici des gens civilisés. Pourquoi? Ils nous laissaient la liberté pleine et entière dans le domaine de nos responsabilités de traiter une crise d'ordre public national. Ils venaient pas se mettre le nez dans nos affaires, même si ça concernait un Anglais qui était un de leurs diplomates. Donc, moi, je ne peux pas dire qu'on a été sous la domination de qui que ce soit durant cette crise-là. On a fait ce qu'on a pu, naturellement. On a fait peut-être des erreurs en chemin. On a peut-être fait des coches mal taillées. Peut-être que la loi des mesures de guerre n'était pas essentielle, mais quand même, elle a tranquillisé beaucoup les choses. Elle a tranquillisé beaucoup les choses. Les gens là, qui appuyaient le FLQ, là, ils se sont tus. Là, ils ont dit hey, « Non, non, moi, j'ai pas le goût d'aller coucher à Parthenay ou à Orsainville. Je vais me tenir tranquille. » Puis donc, ça a fait baisser la température. Vous dites que vous ne vouliez pas négocier avec le FLQ, avec les ravisseurs. Pourtant, vous avez accepté de les relâcher et de partir pour Cuba. Qu'est-ce qui vous a persuadé? Bien, voici. Je dois vous dire que cette idée intéressante du sauf-conduit, elle provient d'Ottawa. C'est M. Sharp, le ministre des Affaires extérieures, qui m'avait proposé cette formule qui permettait au FLQ, d'une certaine façon, de ne pas commettre de crime, de sauver la face, puis de prendre la poudre d'escampette, puis s'en aller soit en Algérie, soit à Cuba, à l'endroit qu'il voulait. Et même, ça a réussi, puisque la cellule Libération, qui avait pris en otage M. Cross, ne lui ont pas fait de mal, et ils sont quittés. Donc, c'est une très bonne idée, une idée positive, mais qui ne constituait pas une négociation. On ne négociait pas, on leur a dit, écoutez, épargnez vos otages et vous serez sauvés. Mais d'un autre côté, la cellule de financement Chénier qui avait pris M. Laporte n'ont pas accepté cette condition. Et eux, ils voulaient aller jusqu'au bout. Ils voulaient démontrer que leur souffle idéologique était disposé à aller jusqu'au meurtre prémédité et voulu. Ils ont voulu, toute leur attitude a été dans le sens de dire le problème est tellement entier que nous avons droit moralement de tuer au nom de notre idéologie. Bien, ça vous montre jusqu'à quel point ils étaient, jusqu'à un certain point, malades mentalement d'arriver à de tels résultats, qui étaient condamnés universellement. Et en rétrospective, M. Choquette, pour conclure sur la crise d'octobre, vous demeurez persuadé d'avoir pris les bonnes décisions au bon moment compte tenu des circonstances? Bien, c'est-à-dire, je suis assez heureux de mon comportement. Je ne regrette pas d'avoir refusé de négocier puis donner un statut au FLQ. Au contraire, j'en tire une certaine... pas gloriole personnelle, mais j'en tire une certaine satisfaction d'avoir fait ce qu'il fallait faire dans les circonstances, puis d'avoir réussi en plus, d'avoir maîtrisé ce mouvement-là qui dépassait les bornes et qui était un danger public. Merci beaucoup, M. Choquette. Ça m'a fait grand plaisir. Merci. Ouais.